paisible, après sa libération, tandis que la pluie rythmait doucement le toit et que la ville semblait lointaine. Ils firent l'amour, lentement, timidement, avec une sorte de respect que seuls deux survivants pouvaient comprendre. Après, alors qu'il la serrait contre lui dans la pénombre, elle murmura « Tu te souviens, avant qu'il ne te tue, tu disais que tu voulais juste être avec une femme une seule fois ?» Sarah sourit, effleurant sa joue du bout des doigts. « Eh bien, dit-elle d'une voix basse et taquine, ton vœu est exaucé. » Il laissa échapper un petit rire. « Mais, ajouta-t-elle en déposant un baiser sur sa tempe, tu ne vas pas mourir cette fois, tu vas vivre. » Et à cet instant, nu, en sécurité, enfin libre, Prince la crut. Non pas parce qu'elle était médecin, non pas parce que les tribunaux l'avaient innocentée, mais parce qu'elle l'avait connue dès le début et avait malgré tout choisi de rester. À seulement 16 ans, le prince Adeyemi est devenu le garçon que la ville adorait détester. Son visage était partout, à la télévision, dans les tabloïds, sur les blogs à potins. Toujours la même photo. Lui, en chemise blanche et cravate, debout à côté de son défunt père, le chef Tunde Adeyemi. À l'époque, son sourire était radieux, serein, sans la moindre trace de douleur. Mais à présent, ce même visage fixait le pays d'un regard plus sombre, avec des gros titres qui hurlaient. Meurtre dans un manoir de Carpecoy. Le fils d'un milliardaire a empoisonné son père. Un bain de sang pour un héritage. Un adolescent voulait contrôler un empire. Tout le monde y allait de son avis. Les animateurs de talk-show débattaient de ses motivations. Des inconnus débattaient pour savoir s'il méritait la prison à vie ou la peine de mort. Personne ne se souciait d'entendre sa version des faits. Pas vraiment. Derrière le bruit, Prince gisait dans une chambre psychiatrique aux murs blancs, silencieux et menotté à un lit d'hôpital. Ses poignets étaient bandés, là où il avait l'habitude de se scarifier. Un gardien montait la garde jour et nuit à la porte, observant un garçon qui ne bougeait presque pas. Il n'avait rien dit à la police, rien au tribunal, rien aux journalistes qui avaient tenté de lui soutirer de fausses interviews. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas parler, il n'en voyait tout simplement pas l'intérêt. Le monde avait déjà tranché. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Le chef Tunde, homme d'affaires respecté de Lagos, s'était remarié 3 mois plus tôt. Sa nouvelle épouse, Pamela, avait tout pour plaire aux tabloïds. Jeune, ravissante, issue de la haute société et 2 fois plus ambitieuse qu'elle n'y paraissait. Les rumeurs commencèrent à circuler avant même le mariage, mais personne n'en avait la preuve. Et Tunde lui-même, malgré son pouvoir, ignora tous les avertissements. Puis il mourut, empoisonné dans son bureau. On retrouva Prince allongé à côté de lui, à demi conscient et désorienté, avec une bouteille de whisky et une boîte de somnifères vide à ses côtés. Il y avait même une lettre de suicide dactylographiée, non signée, mais détaillée. La police a jeté un coup d'œil sur les lieux et a classé l'affaire. Tout était logique, trop logique même. Le garçon voulait l'argent. La belle-mère et le père s'étaient disputés au sujet du testament. Prince a dû craquer. Il a tué son père. Il l'a regretté. Il a même tenté de se suicider. Tout simplement. Trop simple. Personne ne s'est demandé pourquoi les images de vidéosurveillance avaient disparu. Personne ne s'est demandé comment un adolescent aurait pu se procurer un poison aussi rare. Personne ne s'est demandé pourquoi les liens familiaux, tissés depuis si longtemps, avaient disparu le lendemain des funérailles. On s'est contenté de pointer du doigt le garçon. Et Prince, il a endossé la responsabilité que le monde lui imputait et s'en est enveloppé comme d'une couverture. Si personne ne le croyait, à quoi bon se battre? Il était épuisé, accablé de chagrin. Seul, son monde s'était effondré en une seule nuit, et il ne lui restait plus que la lente agonie de l'attente de la mort, qu'elle soit prononcée par la justice ou qu'il se donnerait la mort. Mais tous ne lui avaient pas encore tourné le dos. Pas encore. Le docteur Sarah n'avait que 20 ans, à peine sortie de la faculté de médecine, et déjà épuisée. Elle ne buvait pas de café, ne se maquillait pas, et avait à peine le temps de se coiffer la plupart des matins. Ses tresses africaines étaient toujours impeccables, ramenées en un chignon bas sous sa charlotte d'hôpital. Son manteau blanc était un peu trop grand pour elle, mais sa démarche était assurée, concentrée, silencieuse. Sarah n'aimait pas gaspiller les mots, ni avec les patients, ni avec ses collègues. Elle garda la tête baissée et fit son travail. Aussi, lorsque le consultant principal lui demanda d'observer le jeune Adeyemi, elle ne réagit pas. Elle connaissait son nom, tout le monde l'a vu, impossible d'échapper aux gros titres. Elle avait vu les photos, les messages haineux en ligne, les interviews de ses proches qui feignaient de pleurer. « Surveillez-le, tout simplement », a dit le consultant. « Il est sous observation psychiatrique. » N'intervenez pas. Elle n'avait pas prévu ça. Mais tout a basculé dès qu'elle est entrée dans sa chambre.
Il n'était pas du tout comme elle l'imaginait. Pas un enfant gâté, pas un meurtrier sans cœur. Juste un garçon aux cernes prononcées, aux lèvres gercées et d'un calme presque étouffant. Il dessinait discrètement quelque chose dans un carnet quand elle entra. Elle s'arrêta. Il ne leva pas les yeux. « Bonjour » dit-elle doucement. Il hocha la tête une fois. Toujours pas de contact visuel. « Je suis le docteur Sarah. Je vous contacterai matin et soir. » Aucune réponse. Elle hésita. Son travail était d'observer, pas de creuser. Mais quelque chose dans son immobilité, quelque chose dans le vide qu'il semblait dégager, l'incita à s'attarder. Elle demanda doucement « Comprenez-vous ce qui se passe ?» C'est alors qu'il leva les yeux. Son regard tarda à croiser le sien, comme s'il avait oublié qu'on pouvait parler aux gens. Il ne s'est pas contenté de parler. Puis il a murmuré « Tout le monde parle, mais personne n'écoute. » Elle en fut stupéfaite. La voix n'était pas stridente. Elle n'était pas en colère, juste fatiguée, comme celle de quelqu'un qui aurait crié sous l'eau pendant des semaines. Elle cligna des yeux, puis hocha la tête. « D'accord, dit-elle. Alors j'écouterai. » C'est tout. Le lendemain, elle est revenue. Et le jour suivant. Et le lendemain. Parfois, il ne disait rien. Parfois, il lui posait des questions discrètes sur les routines de l'hôpital, ses chaussures, si elle aimait les livres. Mais il n'a jamais parlé de l'affaire. Puis, un soir, alors qu'elle changeait sa sacoche, il lui posa une question qui la laissa sans voix. « Tu crois que je serai mort avant mes 10 à 7 ans ?» Sarah baissa les yeux vers lui. « Ça n'arrivera pas. » Il esquissa un sourire. « Tu es sûr ?» ?»« Oui. » Il y eut un silence. Puis, presque dans un murmure, il dit « Avant qu'il me tue, je veux juste être avec une femme une fois. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Ses mains se figèrent. Mais lorsqu'elle le regarda, elle ne vit pas de désir. Elle vit un garçon qui ne pensait pas vivre assez longtemps pour aimer, se sentir en sécurité, être touché doucement par quelqu'un qui ne lui demandait rien. Elle retira sa main de la perfusion, se redressa et dit fermement « Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. »« Je ne plaisantais pas, » murmura-t-il. Elle ne le gronda pas, elle ne le dénonça pas. Elle a simplement dit, calmement mais clairement « Ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine. » Il s'est excusé le lendemain, tête baissée, voix basse. « Je n'aurais pas dû dire ça. » Sarah ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle s'assit près du lit, croisa les bras et dit « Dis-moi ce que tu dessinais hier. » À partir de ce moment, quelque chose commença à changer. Elle cessa de voir les gros titres et commença à le voir lui. Un garçon qui regrettait sa mère, qui détestait le bruit, qui dessinait des oiseaux parce qu'il rêvait de s'envoler. Un garçon qu'on avait laissé pourrir en silence, mais qui disait encore « merci » quand elle changeait son, et sans s'en rendre compte, Sarah commença à ressentir ce qu'elle ne s'était jamais autorisée à ressentir en médecine, quelque chose qui ressemble à de la bienveillance, quelque chose de plus profond que la sympathie, quelque chose d'effroyablement proche de l'amour. Le docteur Sarah ne tombait pas amoureuse facilement, ni par orgueil, ni même par prudence. C'était sa nature. Elle avait passé la majeure partie de sa vie à apprendre à se faire oublier. Intelligente, calme, disciplinée. Le genre de fille que les tantes qualifiaient de bien élevée et que les garçons trouvaient intimidante. Mais Prince était différent. Il ne cherchait pas à la charmer. Il ne cherchait même plus à survivre. C'était ce qui la troublait le plus. Il semblait avoir déjà accepté le pire. Certains jours, il parlait à peine. Il restait simplement recroquevillé sous sa couverture, tel un enfant replié sur lui-même. D'autres jours, il lui posait des questions qui la prenaient au dépourvu. « Crois-tu qu'une âme puisse être souillée, même si le cœur est pur? Pourquoi ment-on quand on promet justice? As-tu déjà vu quelqu'un mourir les yeux ouverts ?» Sarah n'avait pas toujours de réponse, mais elle n'a jamais éludé les questions. Et, lentement, petit à petit, elle a commencé à rassembler ce que personne d'autre n'avait pris la peine de demander, la vérité derrière le silence. Un après-midi, en refaisant son bandage au poignet, elle remarqua une légère cicatrice près de son coude, une longue et fine brûlure, trop propre pour être accidentelle, trop intentionnelle pour être ignorée. Ça ne venait ni de l'hôpital, ni d'une lutte. On aurait dit que quelque chose s'était enfoncé en lui, quelque chose de chaud et d'intentionnel. « Prince » demanda-t-elle doucement, « comment est-ce arrivé ?» Il hésita, son regard se perdit dans le plafond. Elle crut qu'il allait l'ignorer complètement. Mais il dit alors, d'une voix monocorde, comme si cela n'avait plus aucune importance. Elle m'a plaqué le bras, avec un fer, à repasser sous le regard d'un inconnu, juste pour voir si j'allais crier. Les doigts de Sarah se sont arrêtés. Elle, il n'a pas précisé. Elle n'a pas hoché la tête. Elle n'a rien ajouté. Sa voix s'est éteinte. Pourquoi aurait-elle fait ça? Il esquissa un sourire forcé.
J'ai dit que ma mère me manquait. Quelque chose se mit à bouger dans la poitrine de Sarah. Elle en avait vu des vertes et des pas mûres. Violence, accident, crime, des violences conjugales. Mais ce n'était pas une punition. C'était de la cruauté, pour le plaisir. Cela ne laissait aucune trace visible. Seulement des ecchymoses à l'intérieur, à des endroits inaccessibles aux médicaments. Combien de temps cela a-t-il duré ? Demanda-t-elle à voix basse. Prince haussa les épaules. Ça a fini par ne plus me déranger. C'est là que ça a empiré. Cette nuit-là, Sarah n'arrivait pas à dormir. Elle allumait, éteignait, puis rallumait le ventilateur. Elle lut 2 pages d'un roman sur lequel elle n'arrivait pas à se concentrer. Rien n'y fit, car son esprit refusait d'accepter une simple vérité. Il ne mentait pas. Elle avait suffisamment travaillé dans les services de traumatologie pour savoir à quoi ressemblait la vérité. Non pas sur le papier, mais dans la posture, dans les silences, dans la façon dont un garçon détournait le regard en parlant. C'était dans la façon dont il grimaçait avant qu'elle ne le touche. La façon dont il a instinctivement tourné la tête dès que quelqu'un est entré dans la pièce, trop rapidement. Alors, elle a commencé à faire plus attention, non seulement à lui, mais aussi à ce qu'il ne disait pas, en Prince. Quand Prince parlait de sa mère, il employait toujours le passé avec soin. Il se souvenait de petits détails, comme de son rire quand son thé était trop chaud. Elle ne portait qu'un seul parfum. Elle avait une écharpe fétiche qui avait disparu la semaine précédant sa mort. Il n'a jamais mentionné le nom de la femme qui avait éveillé les soupçons. Je n'ai jamais dit qu'il lui avait fait du mal, mais il a laissé des indices sans s'en rendre compte. Ils ont pris son téléphone avant que je puisse le voir. Elle a modifié son testament 2 semaines auparavant. Son chauffeur a cessé de me regarder dans les yeux. Sarah a commencé à écrire des choses, non pas en tant que médecin, en tant que femme qui sentait que quelque chose clochait. Elle n'était pas détective, mais elle savait observer. Elle commença à consulter son dossier médical en l'absence des autres médecins. Les dates ne correspondaient pas. Le rapport du coroner était bref, vague, trop concis. Il y avait quelque chose d'étrange. Un jour, sans un mot, Prince lui tendit une feuille de papier pliée. À l'intérieur se trouvait un croquis au crayon. C'était elle, le docteur Sarah, pas en blouse, mais exactement comme elle était quand elle pensait être seule, pensive, le regard perdu au loin, les cheveux relevés en chignon, une légère fatigue sous les yeux. Elle le contempla longuement. « Pourquoi m'as-tu dessiné comme ça ?» Prince évitait son regard. « Tu es la seule personne qui me voit comme si j'étais encore vivant. » Elle ne répondit pas. Sa gorge se serra. Ce n'était pas romantique. Pas encore. C'était impossible. Mais quelque chose de plus profond avait commencé. Un lien forgé par la survie, dans une solitude partagée, dans une confiance tacite. Et sous tout cela, quelque chose de fragile grandissait. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'en était le début. Quelque chose a changé après ce sketch. Pas seulement chez Sarah, mais chez Prince aussi. Il commença à parler un peu plus. Rien de dramatique, rien d'évident, mais sa voix retrouva une certaine douceur, une lueur de confiance, presque palpable. Un matin, lorsque Sarah entra dans la pièce, il la salua le premier. Un simple « Bonjour docteur », mais ce fut comme un lever de soleil. Et à partir de cet instant, elle fit une promesse silencieuse. Elle ne laisserait pas ce garçon se perdre dans le destin que le monde lui avait réservé. L'affaire Prince était toujours en cours d'instruction. Mais à peine. Le système avait déjà tranché. La presse avait parlé d'une horreur mondaine. La police avait trouvé son bouc émissaire. Les avocats attendaient simplement que le garçon soit suffisamment rétabli pour être traduit en justice. Personne ne croyait à son innocence. Personne, sauf Sarah. Elle ne savait pas encore tout. Elle ignorait ce qui s'était passé exactement la nuit de la mort du père de Prince. Mais elle connaissait Prince, comme un médecin qui apprend à connaître le rythme cardiaque d'un patient, comme une femme qui commence à comprendre un homme sans avoir besoin de mots. Alors elle a conservé ses notes, elle a parcouru le dossier médical et y a trouvé des détails qui lui ont donné la nausée, comme le fait qu'il ait été admis inconscient. Pourtant, le rapport initial indiquait qu'il avait avoué sur les lieux, ou encore que son rapport toxicologique, qui aurait dû être rendu sous 24 heures, avait été perdu et refait 2 fois, avec 2 résultats différents. Elle commença alors à rendre visite aux infirmières les plus âgées, non pas pour les interroger, mais simplement pour leur demander « Vous souvenez-vous de qui l'a amené ce soir-là » Disait-il quelque chose en entrant? Qui a autorisé la police à entrer dans sa chambre? Elle en a appris plus par les chuchotements que par les rapports officiels. Une infirmière, une femme à la voix douce nommée sœur Margaret, s'est penchée vers moi pendant sa pause déjeuner et a dit « Il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. J'ai vu la belle-mère. Elle ne pleurait pas une seule fois. Elle est restée assise là, avec ses lunettes de soleil,
à passer des appels. Et quand les policiers sont partis, elle a donné un pourboire à l'un d'eux. Sarah sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle ne protesta pas contre la femme. Pas encore. Elle ne pouvait pas se permettre de donner l'impression de prendre parti, mais intérieurement, la colère grondait. Pendant ce temps, Prince se remettait, lentement. Ses poignets étaient encore bandés, mais ses yeux avaient recommencé à suivre la lumière. Parfois, elle le surprenait en train de dessiner en silence ou de regarder par la fenêtre, comme s'il se remémorait la sensation de rêver. Un soir, après avoir changé sa perfusion, Sarah s'assit à son chevet et lui demanda doucement « Prince, si tu pouvais aller n'importe où maintenant, où irais-tu » Il n'hésita pas. Quelque part au calme, au bord de l'eau. Être une rivière. Je veux juste m'asseoir là où personne n'attend rien de moi. Seul. Il marqua une pause. Pas si tu étais là. Elle sourit, mais ne dit rien. Son cœur battait plus fort que la normale. Elle se leva, essayant de le dissimuler. Je t'apporterai un livre demain, dit-elle. Un livre sur les rivières. Il ne répondit pas. Elle esquissa un sourire. Ce soir-là, Sarah prit une autre décision. Elle parlerait à l'avocat de l'hôpital. Pas officiellement. Il s'agit simplement d'explorer les limites légales. Demandez-vous ce qui pourrait se passer si quelqu'un souhaitait soumettre une note privée concernant des incohérences dans une affaire impliquant un mineur. Elle savait qu'elle s'aventurait en terrain. Et dangereux. Elle savait aussi qu'elle n'en avait plus rien à faire. L'injustice avait une odeur, et elle imprégnait toute la pièce. Mais elle ne se battait pas seulement parce que Prince était impatient. Elle se battait parce qu'il comptait. Non pas comme un garçon à sauver, mais comme un garçon qui avait survécu. Et elle tombait amoureuse de lui comme on s'endort après une longue journée, lentement, puis d'un coup. Tout a commencé avec un dossier, un seul dossier. Le docteur Sarah ignorait depuis combien de temps il se trouvait dans les archives, classé par erreur sous un mauvais nom. Mais un soir, après le départ de tous, elle l'a retrouvé. Prince Adeyemi, copie du rapport d'admission pour traumatisme. L'original. Pas le résumé imprimé et remis à la police. L'original. À l'intérieur, 2 choses lui coupèrent le souffle. L'une, note d'admission initiale d'une infirmière, rédigée à la hâte. Patient présentant des ecchymoses par ligature aux 2 poignets. Il a parlé à voix basse. Il a chuchoté. Pas moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. 2. Une photo prise à l'arrivée. Le visage du prince était ensanglanté. Sa bouche était gonflée. Son cou portait la légère marque d'une tension autrefois palpable. Elle le fixa longuement, les doigts tremblants. Pourquoi avait-on dissimulé cela ? Pourquoi la police n'avait-elle pas mentionné de marque de strangulation ? Et surtout, pourquoi la presse s'était-elle empressée de le qualifier de tueur gâté ? Le lendemain, Sarah rencontra une personne de confiance, l'avocat Harrison Urens, un homme d'une 40aine d'années qui gérait bénévolement des dossiers complexes de protection de l'enfance pour l'hôpital. Il avait un sourire bienveillant et un instinct aiguisé. Elle lui a tout appris. Il ne l'interrompit pas. Il continua simplement à feuilleter le rapport, les sourcils froncés à chaque page. Lorsqu'il eut terminé, il posa une question. « Crois-tu qu'il est innocent ?» « Oui, » répondit Sarah doucement. « Je crois qu'il a été maltraité, à maintes reprises, et je crois qu'ils vont le tuer lentement si personne ne les en empêche. » Maître Harrison referma le dossier et hocha la tête. « Alors, commençons par la vérité. Discrètement. Cette semaine-là, les choses ont évolué en coulisses. L'hôpital a remis un rapport confidentiel sur l'accès initial de la police. Des contacts juridiques ont permis de retracer la falsification des preuves et d'expliquer pourquoi aucune empreinte digitale n'avait été relevée sur le verre à vin avec lequel Prince aurait soi-disant empoisonné son père. Parallèlement, Urens a déposé une requête privée demandant un report du procès en raison de preuves médico-légales manquantes et contradictoires. Et tandis que le monde extérieur voyait encore un garçon en attente de son procès à l'intérieur de l'hôpital, la situation était en train de changer. Prince l'a remarqué lui aussi. Un après-midi, après sa séance de kinésithérapie, il a regardé Sarah et lui a dit « Les gens sourient indifféremment maintenant, comme s'ils ne savaient plus si je suis un monstre. »« Tu n'es pas un monstre, » a-t-elle répondu. « Je le sais, » dit-il. « Je pensais simplement que personne d'autre ne le dirait à voix haute. » Ils restèrent un instant silencieux, la lumière du soleil inondant le lit. Il lui demanda alors « Crois-tu aux secondes vies ?» Elle pencha la tête. « Que veux-tu dire ? Par exemple, quand quelqu'un essaye de mettre fin à ta première vie, mais que tu es toujours là, que tu respires encore, est-ce que c'est ta seconde vie ?» Sarah déglutit difficilement. « Peut être, que ta seconde vie commence à l'instant où quelqu'un croit que tu la mérites. » Il détourna le regard, mais il sourit. Et dans ce sourire,
Sarah vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De l'espoir. Les médias n'étaient pas encore au courant. La belle-mère, elle non plus. Mais quelque chose était en train de changer. Tranquillement, régulièrement. Une infirmière a mentionné un jour qu'elle avait entendu dire que la belle-mère avait renvoyé son chauffeur personnel. Une autre rumeur disait qu'elle avait commencé à vendre des parts dans une des entreprises. Familiale. Les rumeurs se retournaient contre elle. Une ancienne assistante qui avait démissionné subitement. Une femme de ménage qui avait remarqué du sang sur son chemisier. Un homme qui prétendait la connaître avant qu'elle ne devienne tenancière de maison close. Sarah ne les avait pas encore poursuivis. Elle n'en avait pas besoin, car la vérité avait commencé à s'imposer d'elle-même. Et pour la première fois depuis son admission, Prince dormit une nuit entière. Prince dormait quand c'est arrivé. Il ignorait qu'à 8h43, par un jeudi matin nuageux, la femme qui avait détruit sa vie était arrêtée devant sa demeure. Cordon de soie, boucle d'oreille en diamant et tout le tralala. Elle ignorait que son ancien chauffeur, celui qu'elle avait renvoyé des semaines auparavant, s'était présenté au commissariat la veille au soir, les mains tremblantes et une clé USB pleine d'enregistrements vocaux à la main. Elle ignorait aussi que sa gouvernante, exaspérée de vivre avec ses fantômes, avait fini par confirmer ce qu'elle avait vu la nuit de la mort du chef Adeyemi. Madame m'a dit, faites en sorte que le garçon ne se réveille jamais. Disons que c'était une bagarre. Prince n'a rien entendu de tout cela avant des heures plus tard. Il mangeait du riz nature en silence quand Sarah est entrée, souriant comme si elle venait de remporter une victoire sans même avoir à lever l'épée. Ils l'ont arrêtée, dit-elle simplement. Prince cligna des yeux, perplexe. Qui ? Sarah s'assit à côté de lui. Votre belle-mère. Les Evans sont arrivés hier soir. 3 témoignages, preuves audio. L'analyse médico-légale du taux d'alcoolémie de votre père montre que l'empoisonnement ne correspond à aucun élément auquel vous aviez accès. Prince la fixa, oubliant le riz. Elle a avoué ? Non, répondit Sarah, mais la vérité n'a plus besoin de sa permission. Il baissa la tête, il resta longtemps silencieux, puis ses épaules se mirent à trembler. Sarah crut qu'il pleurait. Mais lorsqu'il leva les yeux, il riait, discrètement, incrédule, presque enfantin. « Ça veut dire que je suis libre ?» demanda-t-il. Sarah prit sa main. « Cela signifie que vous le serez. » La presse s'est emballée pendant des jours. Il n'arrivait pas à croire que l'histoire avait basculé. Une veuve de la haute société arrêtée pour le meurtre de son mari, son beau-fils adolescent innocenté. Le garçon qu'on a accusé d'être le meurtrier était en réalité la victime. Certains se sont excusés, la plupart non, mais Prince s'en fichait. Il resta assis en silence pendant toute l'audience, les mains jointes, écoutant Sarah et l'avocat Harrison à ses côtés. Non seulement comme avocat, mais aussi comme témoin de sa survie. Cela ne dura pas longtemps. Les accusations furent rejetées. La juge, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, le regarda tandis que le verdict était prononcé et dit simplement « Puisse votre seconde vie vous apporter la paix, Prince Adeyemi. » L'hôpital l'a gardé quelques semaines de plus, par mesure de sécurité, pour qu'il puisse guérir, pour avoir l'espace de respirer. Et pendant ce temps, ce qui avait été une simple étincelle entre lui et Sarah s'est embrasé. Il n'avait que 16 ans, elle n'avait que 20 ans. Le monde ne comprendrait pas. Mais ils ont compris. Ils savaient ce que c'était que de porter la douleur en silence, de trouver du réconfort dans des instants volés, de se sentir enfin compris dans un monde qui avait tenté de vous effacer. Une nuit paisible, après sa libération, tandis que la pluie rythmait doucement le toit et que la ville semblait lointaine, ils firent l'amour, lentement, timidement, avec une sorte de respect que seuls 2 survivants pouvaient comprendre. Après, alors qu'il la serrait contre lui dans la pénombre, elle murmura « Tu te souviens, avant qu'il ne te tue, tu disais que tu voulais juste être avec une femme une seule fois ?» Sarah sourit, effleurant sa joue du bout des doigts. « Eh bien, dit-elle d'une voix basse et taquine, ton vœu est exaucé. » Il laissa échapper un petit rire. « Mais, ajouta-t-elle en déposant un baiser sur sa tempe, tu ne vas pas mourir cette fois, tu vas vivre. » Et à cet instant, nu, en sécurité, enfin libre, Prince la crut. Non pas parce qu'elle était médecin, non pas parce que les tribunaux l'avaient innocentée, mais parce qu'elle l'avait connue dès le début et avait malgré tout choisi de rester. Des années plus tard, Prince se tenait fièrement à ses côtés lors du lancement de leur fondation. La fondation Second Life se battrait pour les garçons comme lui, les victimes d'accusations injustifiées, les réduits au silence, l'incomprise. Le docteur Sarah était toujours cette force tranquille qu'elle avait toujours été, mais lorsqu'elle prenait la parole sur scène, sa voix résonnait. Cessons de punir les enfants qui ont survécu à ce que nous n'avons jamais pris la peine de comprendre. Écoutons-les, croyons-les. Et Prince la regarda comme un homme renaissant, car avant le verdict,
Avant que le monde ne change d'avis, elle l'avait aimé. Et c'était là le début de tout. Ne jugez jamais une personne sur les apparences. La vérité exige patience, courage et compassion pour être dévoilée. Et parfois, les voix les plus douces portent les blessures les plus profondes. Écoutez attentivement, aimez avec courage, protégez les innocents, même lorsque le monde a déjà décidé de leur sort.